Bonjour à tous et à toutes, ici Pharaoh Sadus et Utgard Bloodbrog et Yushibi Enders, parce que finalement on va faire une vidéo à 3, parce que ça va être un sujet très important. Je vous ai dit sur ma chaîne que la vidéo va être extrêmement fat, parce qu'il me fallait beaucoup d'heures pour parler de ce jeu, parce que justement je voulais être sûr d'avoir bien exploité le jeu. J'ai 150 heures sur Starfield. Je vais pas vous mentir que j'ai pas tout fait. Il y a au moins la moitié des quêtes secondaires que je n'ai pas fait. Il y a au moins une faction que je n'ai pas fait. Pas parce que ça me lasse, c'est parce que le jeu a trop de contenu. Et je pense qu'après 150 heures, je suis en mesure de parler de Starfield. Voilà. Donc, bonjour Udgerd. Et salut à tous. Bonjour Yushibi. Salutations. Donc voilà, nous sommes réunis tous les trois afin qu'on puisse parler justement de ce jeu qui a fait pas mal de bruit, a fait couler beaucoup d'encre, que ce soit de positif ou négatif. Et je pense qu'on va y aller, on va pas y parler par quatre chemins. Je vais parler de selon moi, on va parler de tout, hein, on va parler de tout, on va parler de tous les sujets, mais je vais surtout mettre en avant les sujets polémiques en premier. Qui a été donc le problème de l'exploration spatiale, plus un autre problème que peu de gens parlent, qui est le problème des routines. Donc je vais y aller maintenant. Alors déjà pour commencer, c'est pas compliqué. L'exploration spatiale de Starfield, effectivement, elle est assez limitée. On ne peut pas se balader comme on veut dans le vaisseau. Enfin si, on peut, mais le problème c'est qu'il faut des heures et des heures pour atteindre une planète. Donc ça va se passer par énormément de temps de chargement. Ça va se passer par énormément de temps de chargement, et il y a eu une espèce de shitstorm parce que certains youtubeurs, dont je tairai le nom par respect, ont commencé à dire que voici le Star Citizen Killer, c'est quoi cette merde et ce genre de choses. Donc je suis juste là pour rétablir un peu une vérité dite par Todd Howard. Starfield n'a jamais été un Star Citizen Killer. Éventuellement c'était un Fallout 4 Killer, mais ça s'arrêtera là, ça s'arrêtera juste là. Donc que l'exploration spatiale soit pas incroyable, bah en fait si vous la comparez à n'importe quel RPG spatial, je mets bien en avant RPG spatial, hein, donc Outer World, Mass Effect, KOTOR, Star Wars The Old Republic, il n'y a pas photo, Starfield écrase en termes d'exploration spatiale tous ces jeux, parce qu'il n'y a aucun RPG spatial qui a tenté de fusionner les deux styles, qui est donc à la fois énormément d'exploration terrestre et à la fois de l'exploration spatiale. En général, ce genre de jeu essaie de faire soit l'un, soit l'autre. Donc voilà, globalement, c'est un faux problème, et surtout qu'il y a quand même des choses à faire, donc on en reviendra sur ce point, il y a quand même des choses à faire dans l'espace, mais on parlera de ce sujet au niveau de l'exploration. Et je vais quand même mettre en avant le souci des routines, parce que c'est quelque chose qui est très très peu abordé sur les forums et ce genre de choses. C'est que Bethesda s'est fait une réputation en 20 ans pour son système de routine. Finalement, il n'y a qu'un seul studio de jeux vidéo qui a un meilleur système de routine que les jeux Bethesda, ce sont les jeux Piranha Bytes, mais qui eux par contre ont un retard technique majeur du fait qu'ils ont moins d'1 million de budget. Et c'est vrai que celui de Starfield, il est, comment je pourrais dire ça officiellement, il oscille. Ça veut dire qu'il est à la fois excellent, à la fois il propose des choses énormes, des interactions avec les PNJ, des discussions avec des personnages, les personnages qui vont manger, boire, dormir, certains qui vont partir en ville et ce genre de choses. Mais dans la grande majorité des cas, les PNJ ont été nerfés. Et ça, eh ben, c'est pas réellement un défaut, parce qu'en fait, ça revient sur le vieux débat qu'avait sorti Todd Howard en 2006. C'est le problème du système Radiant. Le système Radiant, c'est tout simplement le système d'IA qu'a inventé l'équipe Bethesda en 2006, qui a des coquilles. Et malheureusement, le problème, c'est que si le système Radiant IA avait des coquilles en 2006, avec des villes assez petites, et bien forcément qu'avec une New Atlantis qui te propose 4 méga buildings et une immensité souterraine, ce n'était pas possible. Même avec les améliorations, vous le savez, hein, l'IA dans les RPG, elle n'évolue pas. Elle galère à évoluer, elle galère à être intéressante, elle galère à vraiment se mettre en avant.
Et le souci, c'est qu'avec un jeu aussi massif que Starfield, ils ont dû faire des choix, peut-être un manque de temps, peut-être un souci du détail, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question, mais il y a ce souci justement qu'ils auraient pu faire mieux pour les routines, qui est pour moi le seul véritable défaut de Starfield en lui-même, parce que le reste, et ça j'en parlerai dans cette vidéo, le reste ce ne sont pas des problèmes, c'est ce que je l'appelle des faux problèmes. Et encore, routine, ça peut être patché avec des mods, ça peut être corrigé par Bethesda. Bethesda peut très bien améliorer les IA. Bethesda peuvent très bien faire des extensions où les nouvelles planètes ont un meilleur système d'IA et ce genre de choses. Rien n'est impossible avec eux. C'est pour ça que même pour le plus gros défaut du jeu, ça en reste un défaut extrêmement minime. Mais vraiment extrêmement minime. Et petite mention pour le souci des temps de chargement, je rappelle que les temps de chargement de Starfield sont entre 4 à 5 secondes, donc fatalement, les gens qui trouvent que c'est plus chiant que dans Skyrim ou Fallout 4, je rappelle juste qu'un temps de chargement dans Skyrim dure au moins entre 15 à 20 secondes, un temps de chargement dans Fallout 4 peut aller jusqu'à 1 minute, donc fatalement, si on commence à calculer, vous avez le temps de visiter facilement le tiers de la galaxie en temps de chargement sur Starfield que vous n'aurez pas fait un temps de chargement d'une base bien remplie dans Fallout 4. Oui, parce que ma base bien remplie dans Fallout 4, il me faut 4 minutes, avec un SSD. Donc bon, ce qui prouve de nouveau que je pense que c'est plus de la pleurnicherie qu'autre chose. Voilà, rien qu'en disant ça, tout le monde a quitté la vidéo. Maintenant, on peut parler librement. Bon, les gars, est-ce que vous voulez qu'on... Est-ce que vous voulez pas... Tout va bien. Est-ce que vous voulez qu'on parle de vos défauts maintenant ou est-ce que vous voulez qu'on lance le véritable sujet ? Alors moi personnellement, je parlerai des défauts en fonction de... Enfin, j'ai que des défauts tellement minimes que ça sert à rien d'en parler tout de suite. J'en parlerai au fur et à mesure quand ça me viendra, mais j'ai pas de gros défauts à retirer du jeu, en tout cas à mon sens. Voilà, de toute façon on reparlera de certaines choses. Donc regardons mon dossier. Mon dossier explique que nous allons donc commencer par la technique. On va parler de la technique. Juste un point, la technique de nouveau ça va être très court à discuter. Beaucoup de gens critiquent que c'est visuellement daté, que c'est techniquement daté. Je dirais juste une chose. Un RPG, ça fonctionne de diverses manières. Moins tu as de contenu, plus tu es beau, et plus tu as l'impression de ne pas avoir vieilli. Je vais donner des exemples. Dragon Age Inquisition et The Witcher 3 sont des jeux qui sont extrêmement beaux, extrêmement magnifiques. The Witcher 3 n'a pas pris une ride, mais le monde ouvert de The Witcher 3 est extrêmement faible. Le gameplay de The Witcher 3 avait été critiqué à sa sortie pour être extrêmement nul, et ce genre de choses. Et les choix de The Witcher 3 sont les moins bons de la trilogie. Donc voilà, donc de nouveau, un jeu magnifiquement beau, mais malheureusement, on est obligé de retirer quelque chose. Donc fatalement, si vous jouez un RPG next-gen qui n'est pas très beau, ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'il a énormément de systémique, terme utilisé officiellement par les joueurs, qui fait que ça compense justement la technique. Et c'est le cas de Bethesda. Oui, Starfield n'a pas les meilleurs visages du monde du jeu vidéo. Oui, Starfield ce n'est pas du Doom en termes de gunfight. Oui, Starfield n'a pas les villes les plus grandes du jeu vidéo. Mais tous les systémiques qu'on va mentionner aujourd'hui vont expliquer facilement de pourquoi le jeu ne pouvait pas être mieux. Et ce n'est pas une question de moteur. Surtout que tous ceux qui disent que c'est l'ancien moteur qui pue la merde, le Creation Engine 2 est un nouveau moteur pour Starfield. Donc ce n'est pas le moteur, c'est ce qu'a apporté Bethesda au jeu, c'est la lourdeur de tout le code qu'a apporté Bethesda au jeu qui fait qu'il ne pouvait pas faire mieux sans que la Xbox lâche ou sans tout simplement que certains PC crament. Voilà, tout simplement. Je tiens aussi à préciser qu'étant donné que c'est un nouveau moteur, forcément ils essuient les plâtres. C'est ça. Parce qu'on peut râler sur l'utilisation abusive d'un même moteur pendant des années et des années. Cependant, un moteur à sa première utilisation, à son premier jeu, n'est pas à son plein potentiel. Loin de là. C'est ça, en général, il est à son plein potentiel à partir du deuxième ou troisième jeu et il commence à dater
quand ça fait plus de 5 ans que tu l'utilises. Après, ça dépend encore une fois pourquoi tu t'en sers du Voilà, moteur. typiquement pourquoi New Vegas est un chef-d'œuvre pour certains, c'est parce que New Vegas était le 3e jeu du Gamebryo. Donc forcément, même si Obsidian n'avait jamais utilisé le Gamebryo avait déjà un certain âge, donc ce qui fait que c'était pas réellement compliqué. Et franchement, quand je sais que des modeurs, enfin quand je sais que des développeurs de New Vegas font du modding sur New Vegas, ça veut certainement dire qu'ils faisaient peut-être du modding avant, donc ils s'y connaissaient quand même un minimum sur ce moteur. Parce que oui, il y a quand même le dev kit à prendre en compte. Bref, je crois qu'au niveau de la technique, on n'a pas plus de choses à dire, à moins que vous voulez rajouter quelque chose sur la technique. Ouais, je dirais que franchement, le jeu est quand même très beau. Il est pas excellent en effet, mais quand on est dans les villes, quand on est dans les environnements, on s'y croit. Comment dire, disons que par rapport à l'exploration, contrairement à un certain No Man's Sky, je me sens beaucoup plus immergé. Voilà. Et pour en revenir sur le débat technique, parce que je vois souvent des comparaisons avec Skyrim, que comme quoi si c'est sortir le même jeu 10 ans après, ça va pas le faire. Il faut savoir une chose, les jeux Bethesda, mis à part Morrowind, n'ont jamais été des claques techniques à leur sortie. Je rappelle, vous regardez juste la gueule de The Witcher 2, ou tout simplement même Mass Effect 3 qui est sorti 4 mois après Skyrim. Non, c'est absolument pas comparable. C'est absolument pas comparable. Les deux sont des RPG pourtant, hein, mais ils sont absolument pas comparables, que ce soit au niveau de la technique et ce genre de choses. Bethesda a toujours eu ce retard technique au niveau de la systémique. Je vais donner un autre exemple. Ceux qui trouvent que le gunfight de Starfield est pourri, rappelez-vous que Fallout 3 est sorti la même année que Stalker, qui est l'un des meilleurs FPS en termes de sensations et ce genre de choses à sa sortie, là où Fallout 3 était l'un des pires FPS à sa sortie en termes de technique et ce genre de choses. Il faut vraiment que les gens comprennent qu'on ne peut pas avoir un jeu avec 1 million de possibilités, 1 million de façons de faire, avec énormément de manipulation de systémique et ce genre de choses, et à la fois avoir du Doom en termes de gameplay. Voilà. Ça a toujours et été accessoirement, le cas de Bethesda. c'est une question de priorité aussi. Tu peux pas mettre une priorité partout sur les graphismes, sur le gameplay, sur l'histoire, sur les choix, sur machin. Tu peux pas tout prioriser. T'es obligé de faire des choix au bout d'un moment. Oui, voilà, clairement. Donc de nouveau, c'est normal, Donc c'est des choses qui arrivent et ce genre de choses. Ce qui est très con, c'est que beaucoup de gens font des mauvaises comparaisons. Ils font des comparaisons avec Cyberpunk, ils font des comparaisons avec Baldur's Gate 3, mais il n'y a eu aucune comparaison avec Fallout 4. C'est très con, parce que finalement, si on aurait comparé Starfield à Fallout 4, ce que nous ferons à la fin de la vidéo, vous constaterez à quel point Starfield écrase Fallout 4 sur tous les points. Il n'y a vraiment pas un seul point où Starfield est moins bon que Fallout 4. Et c'est là justement qu'il fallait peut-être commencer par là, de se dire justement que est-ce qu'il a déjà des meilleures choses que Fallout 4. Mais on y reviendra. Nous allons donc partir maintenant sur la liste. Nous sommes, vérifie Ushibi, nous sommes sur les villes, je crois. Nous sommes sur... non, pas du tout. Nous sommes sur la quête principale. La quête principale en premier. Ok. Oui, en tout cas, dans le listing que tu m'as fait, c'est ça. Donc, la quête principale, on va éviter de trop la spoiler pour... déjà parce qu'Udgerd ne l'a pas fini. Parce que Udgerd, même s'il joue autant que nous, le jeu est tellement vaste que, comme je l'ai dit, moi j'ai raté la moitié des quêtes secondaires en 150 heures. Je me suis découvert une énorme passion qui me fait susciter un défaut, mais c'est pas un défaut, c'est juste que le jeu a été codé comme ça. La construction de vaisseaux. Ouais, ça, on y reviendra. Point qui arrivera un peu plus tard, mais effectivement, ça va être ton point d'honneur, ça. Mais je dis juste que globalement, les 3/4 de mes heures sont passées là-dedans. Voilà, juste ça. Donc clairement, ce qui prouve de nouveau à quel point le jeu est fat, mais on y reviendra. Donc la quête principale. D'ailleurs, sur le liste que je t'ai envoyé, Ushibi, s'il manque un point, n'hésite pas à le rajouter et tu me diras quand on l'enverra dans la liste, il n'y a pas de problème. Ah, ne t'en fais pas, je gère ça. Alors, la quête principale de Starfield, pour aller dans les grandes lignes, pour un petit peu vous teaser la chose,
le synopsis de Starfield, c'est que vous incarnez un mineur de l'entreprise Arctos Extractor. Ça, on y reviendra aussi sur le nombre de factions aberrantes de Starfield, parce que tout simplement, je crois que je n'ai jamais vu un jeu vidéo avec autant de factions dans un jeu. Mais bon, on n'y est pas encore à ce sujet. Donc vous êtes un mineur d'Arctos Extractor, et en fait, vous trouvez une espèce de pièce bizarre qui va vous donner des visions, qui va vous faire tomber dans la conscience, et en fait, vous allez être recruté par une organisation mystérieuse du nom de Constellation, et cette organisation va en fait vous aider à comprendre ces visions, vous permettre de trouver d'autres artefacts, de savoir, et le but c'est de savoir qui a créé ces artefacts, mais pendant que vous cherchez ces artefacts, vous réalisez qu'une autre personne cherche ces artefacts, et cette personne-là, bref, ce sera l'antagoniste du jeu, et cette personne-là en question est un personnage très intéressant et ce genre de choses. On est vraiment sur une espèce de vibe Mass Effect Andromeda. Mass Effect Andromeda, pourquoi? Alors, je sais que Mass Effect Andromeda est détesté, mais pourquoi Mass Effect Andromeda? Parce qu'on a le côté Mass Effect trilogie, sur le fait qu'on est une personne qui a des visions, qui fait qu'on doit découvrir d'où sont originaires ces visions et ce genre de choses. Mais on a ce côté Andromeda de... on doit trouver un endroit particulier, cet endroit particulier c'est un peu un MacGuffin, comme on dit, mais sauf qu'une autre entité veut récupérer cette chose avant nous, et là où sur Andromeda ça marche pas trop, on va dire que sur Starfield ça marche très très bien. À un moment, la quête principale a des excellents rebondissements, elle a des plot twists qui sont relativement intéressants. Si on est fan de SF, peut-être qu'on arrivera à pré-shot les plot twists. Alors moi, par avis personnel, je ne vais pas me considérer non plus comme un expert de la SF, mais j'ai quand même bien plongé dans je vais dire ce qu'on appelle de la SF basique, et j'ai pas lu du Asimov ou ce genre de choses, mais j'ai suffisamment regardé de Star Trek, de Star Wars, de Warhammer 40 000, de Mass Effect, de KOTOR, bref, de la SF, on va dire, un peu grand public, et je reconnais que j'ai été choqué par le scénario, par la quête principale, qui m'a profondément marqué et qui m'a fait vivre, surtout Starfield dans sa globalité, m'a fait vivre toutes les émotions. On est vraiment sur une œuvre artistique pure et dure. J'ai vécu de la colère, j'ai vécu de la haine pour certains PNJ, j'ai vécu de la tristesse, j'ai pleuré la mort de certains PNJ, j'avais envie d'aller plus loin, j'avais envie d'aider certaines personnes, j'ai même eu de l'affection pour certains personnages, j'ai eu le sens de l'honneur de défendre des personnes qui méritent d'être défendues et ce genre de choses. Et ça, ça m'arrive très rarement dans le jeu vidéo. Ça, je vais pas le dire, ça m'arrive très très rarement dans le jeu vidéo. J'ai vécu ça avec The Witcher 3, j'ai vécu ça avec Kingdom Come Deliverance, j'ai vécu ça avec Fallout 4, parce que le scénario de la famille me touche énormément, donc ça m'a beaucoup touché avec Fallout 4. Mais Starfield m'a touché à un point, je crois qu'à part Nier Automata, il n'y a vraiment aucun jeu vidéo qui m'a autant touché, autant à la fois mis mal à l'aise sur la situation, et à la fois heureux, fatigué, triste, en colère, vraiment toutes les étapes de l'émotion. Limite, finir Starfield, c'est presque vivre un deuil, tellement que je ne sais pas quoi faire finalement. Et la première chose que j'ai fait en finissant Starfield, même si j'avais encore la moitié des quêtes secondaires à faire, même si j'avais encore une quête de faction à faire, la flotte des pirates justement, j'ai commencé New Game Plus. Et j'ai commencé New Game Plus parce que c'est vraiment l'un des rares jeux vidéo que je n'ai pas envie de lâcher. Et ça, c'est grâce à sa quête principale notamment. C'est la meilleure quête principale qu'a fait Bethesda de toute sa carrière, et ça, je le dis sans difficulté. Voilà. Et vos avis sur la quête principale? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord. Moi, personnellement, de toute façon, moi, j'ai fait quasiment toutes les quêtes de l'histoire principale avec toi en appel ou en stream. Donc, j'ai été renversé, j'ai été triste. Je suis très heureux que tu fasses une référence à Nier Automata, même si bon, la différence c'est que Nier Automata peut se concentrer sur l'histoire et tout tourne autour de l'histoire. Moi, ce qui m'impressionne le plus au final, c'est que cette histoire arrive à transmettre autant d'émotions tout en ayant un contenu aussi large. Parce que c'est ça aussi le problème, c'est que, le problème,
la difficulté, c'est de réussir à proposer un contenu aussi massif que celui de Starfield, et pourtant de réussir à rester focus dans la quête principale et de réussir à retranscrire des putains d'émotions, retranscrire des choix, des variantes de comment réussir telle ou telle mission, des choix pour savoir qui va-t-on pleurer, mais des trucs qui prennent aux tripes. Et même si moi personnellement ça m'a fait un moins d'effet quand même que Nier Automata encore une fois, mais je suis à la fois fasciné par cette histoire et en même temps fasciné par la réussite de la construction scénaristique par rapport à tous les autres scénarios, que ça soit celle des factions, des quêtes secondaires et du reste du contenu. Ils ont réussi à donner un ordre de priorité impeccable, et effectivement, comme tu l'as dit, niveau jeu Bethesda, on est sur le seul jeu Bethesda où l'histoire principale m'a fait tenir jusqu'au bout. Parce qu'en général, je me barre avant, faire mes carabistouilles et profiter du monde ouvert et du modding. Malheureusement... J'assume mes torts et j'assume que Starfield, excuse-moi. Je savais que j'allais faire la connerie. Que Starfield est le premier à m'avoir tenu de bout en bout. Et pourtant, Dieu sait que j'aime Skyrim, que j'aime Fallout 4, mais l'histoire m'a tenu moins en hype, alors que Starfield là par contre j'étais dedans, je me retenais même de la finir tout de suite et je voulais absolument faire comme d'habitude et faire les quêtes secondaires, et au final finalement malheureusement Gerd n'a pas eu le temps de finir la quête principale avant cette vidéo, donc je pense qu'il pourra pas trop parler de ça. Après, de ce que j'ai vu quand même, parce que j'en ai quand même fait une certaine partie, je pense. Après, je pense que je suis encore loin de la fin, mais voilà. Pour en venir à ce qu'ils disent, effectivement, la quête principale, moi, pour l'instant, de ce que j'en ai fait et de ce que ça me donne clairement, c'est une quête principale. En fait, celle de Starfield, c'est vraiment une quête principale qui donne envie, qui donne vraiment envie d'en savoir le mot de l'histoire, quoi. Mais ce qui m'impressionne justement, comme il le disait, c'est que avec toute la quantité énorme de contenu qui compose ce jeu, tous les à côté, tout ce qui est annexe à la quête principale, qui est une quantité énorme de contenu qu'ils ont fait, ils ont quand même réussi, selon moi, à faire une quête principale aussi poussée que celle-là, et avec autant de choix, de manière de la faire, et c'est vraiment... Enfin, moi, pour l'instant, en tout cas, de mon expérience, j'ai pas encore fini la quête principale, j'ai clairement envie d'en voir plus, donc clairement je vais la torcher, il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que Bethesda, ça fait depuis Skyrim, parce que autant le scénario de Morrowind était très très apprécié, et le scénario de Morrowind était intéressant, mais la structure narrative de Morrowind fait que c'était un peu chiant, et Oblivion avait un parti pris de tuer un perso secondaire qui accompagne le héros principal, qui avait un peu déçu à l'époque. Depuis Skyrim, Bethesda a cette espèce de réputation que la quête principale est OSEF, que finalement Fallout 3, Skyrim, Fallout 4, la quête principale est genre soit bien mais sans plus. Voilà, les gens qui adorent les quêtes principales des jeux Bethesda sont extrêmement rares, hein. Je veux dire, c'est un sujet qui est très sensible et ce genre de choses. Mais là, franchement, on n'est pas minoritaire, hein. La plupart des gens qui ont terminé le jeu, la plupart des gens considèrent que la plupart des plot twists de la quête principale est absolument incroyable. Et c'est ça le truc, c'est que Bethesda a réussi à corriger son plus gros défaut de l'histoire de Bethesda. Sa quête principale, ils ont réussi à faire un truc massif, ultra intéressant, ultra poussif, qui donne vraiment envie de continuer, et qui en plus de ça, même quand vous finissez le jeu, le jeu incite à continuer avec une New Game Plus, parce que finalement la New Game Plus n'est pas réellement une New Game Plus, mais plus une suite de la quête principale. Je vais pas en parler trop pour pas spoiler, mais vous verrez par vous-même, il y a un véritable intérêt à recommencer le jeu une seconde fois avec votre même personnage, parce qu'on est vraiment sur... On est pour pas spoiler, je vais sortir l'exemple d'un jeu que personne n'a joué. Disciple Libération, c'est pareil. Vous recommencez le jeu,
mais avec votre personnage, mais c'est la suite de la quête principale. Vous comprendrez clairement de quoi je parle, ceux qui ont joué à Disciple Libération. Ceux qui ne comprennent pas, c'est parfait, parce que sinon ça spoil. Donc c'est parfait. Franchement, une masterclass, et rien que pour ça, je dois féliciter Bethesda d'avoir fait un coup pareil, d'avoir fait un truc mais complètement sensationnel, une quête principale qui donne envie. C'est vraiment, on est sur un chef-d'œuvre artistique. Voilà. Et clairement, je reste encore. Je sais pas si je dois être bouche bée, si je dois être choqué par rapport au plot twist de la quête principale. Le pire, c'est qu'une bonne partie de ces plot twists, je m'étais fait spoiler sur internet, et malgré les spoils, j'ai réussi à être choqué par rapport à ça. Donc c'est vraiment impressionnant. Bon, William, quel est le prochain point? Alors, les factions et les quêtes secondaires. Donc, on va commencer par les factions, avant de parler des quêtes de factions et des quêtes secondaires, parce que je vous ai dit que les factions étaient énormes, qu'il y avait beaucoup de factions. C'est simple, je vais tenter de tous vous les citer. Alors Bon, attention. les gars, prenez du popcorn, hein, je vous préviens. Alors attention, rien que dans l'UC, donc les unités coloniales, nous avons la Vanguard, qui sont des mercenaires qui travaillent pour l'UC. Nous avons le TAMS, qui est un service qui réunit tous les bureaux ainsi que la présidence. On a dans l'UC, je crois qu'on a juste Le 6def. on a le 6def, merci. Forcément, le seul truc que j'ai pas fait. On a le 6def qui est la force de défense contre les pirates. Ça fait déjà 3 factions pour une seule faction. On fait littéralement pour une seule grande faction. On a déjà 3 factions littéralement. C'est vraiment. Sachant que techniquement, il reste l'armée, enfin les marines de l'UC. Oui, Qui représente le corps de la faction. Ouais, c'est littéralement les coloniales marines. Voilà, les coloniales marines, c'est ce genre de choses. Ça fait déjà pas mal de choses. Bien sûr, si je veux en citer d'autres dans l'UC, on a les Diables Ardents, qui sont une unité d'élite de l'UC qui sont originaires de Mars. Donc déjà, ça fait déjà 5 factions juste pour l'UC. Voilà. C'est un petit. Pour vous faire une comparaison avec Skyrim, c'est comme si dans Skyrim, moi je vous dis qu'il y a 5 factions pour représenter Blanche-Rive. Et je parle pas de famille, hein, je parle de 5 véritables factions. Un truc de fou, quoi. Un truc de fou. Et ça, c'est juste pour l'UC. Après, si je devrais citer d'autres choses, on a Infinity Ltd, qui est une corporation qui travaille dans l'UC. Et on a notamment Terra Brew, qui est une corporation de café qu'on revoit, c'est l'équivalent de Starbucks, quoi, qui se retrouve dans à peu près toutes les villes du jeu et qui propose des quêtes. Et Chunks, qui est tout simplement l'équivalent d'un McDo, qui, je ne crois pas, il me semble qu'il ne propose pas de quêtes. Je ne sais pas, ça par contre, c'est possible. Non, j'ai pas vu de quête. Non, voilà. non plus. Donc déjà, on est sur quelque chose de massif. Mais ce n'est pas fini. Et c'est ça qui est un peu choquant, c'est pas fini. On arrive maintenant à la ville d'Aquila City. La ville d'Aquila City, dirigée par la Confédération de Liberastra. Ça, c'est pas compliqué. Le 80% des factions font partie de la Confédération de Liberastra. Donc bon, c'est un truc qui est assez énorme. La Confédération de Liberastra... Ou qui sont dans un système de Liberastra. Si on se base uniquement sur Aquila City, on a la Galbank, qui d'ailleurs est aussi à New Atlantis, qui est donc... qui te propose des quêtes et ce genre de choses, la faction de la Galbank. On a l'Aredo Arms, qui est une corporation d'armes à feu, qui ont une série de quêtes dédiées sur une planète en question et qui servira de premier antagoniste à la corporation Ryujin. Retenez bien ce nom. Retenez bien ce nom parce que eux c'est de la triche, littéralement. Mais on en parlera après. Et je crois bien, on a encore des petites sous-factions, mais je suis pas sûr que ce soit des vraies factions, donc je vais pas en parler. Donc ça, c'est juste pour Aquila City. Et maintenant, on arrive à la chose goldée de l'univers. Du coup, les Rangers, du coup. Ah oui, les Rangers, oui, merci. J'ai complètement les Rangers, il y en a pas une autre de faction un peu dans le même genre il y a une faction ennemie à la Pola qui sont la première. Oui, voilà, la Pola. C'est à ça que je pensais. La Pola, c'est les Rangers. Ah putain, c'est les mêmes. Les Rangers, c'est l'unité d'élite de la Pola. Voilà, tout simplement.
Et on a la première qui est l'antagoniste de la quête principale de l'Apollin. La première qui sont donc des anciens soldats de la Liberastra qui ont été abandonnés par leur gouvernement suite au traité de l'armistice. On va éviter de parler parce que si on commence à parler de l'or, la vidéo dure 5 heures. Donc bon, on va éviter de parler de l'or. Donc voilà, c'est déjà vraiment énorme. Maintenant, on arrive à Néon. Alors là, tenez-vous bien. Strode Eklund, Celtcorp, Xenofresh Corporation, Generin Corporation, Tayo Astroning, Tranquility, Drone, la Corporation Ryujin, Slayton, je sais plus quoi là, celle qu'on affronte dans la quête principale. Je crois que c'est Slayton Corp, je crois. Enfin, la Corpo Slayton. Ouais, la Corpo Slayton, le gang des Strikers, le gang des disciples, le clan Seoga. oui, il y a en plus à Néon. C'est Ogu, bah c'est Oga. C'est Seoga en français. En français, c'est écrit en sous-titre, c'est marqué Seogu, mais en français, il prononce Seoga. Ah d'accord. Je pense que ça doit avoir une erreur de trad. Bref, le clan Seogu. Et ça, vous voyez, il y a 10 corporations et 3 gangs dans une ville. Je veux dire, une ville a plus de factions nommées que dans Skyrim. Mais on est où là? Mais on est où, sérieusement? Et bien sûr, je loupe des factions, parce qu'il y a la clinique qui est aussi une faction d'ailleurs. Il y a la maison de Varun, qui est une faction... Qui est techniquement une faction majeure, mais pas encore. Qui d'ailleurs est une faction aussi grande que la Confédération Liberastra et l'UC, mais qui n'est pas présente. Ça pue l'extension à plein nez pour cette faction-là. Voilà. Et bien sûr, maintenant, commençons à parler des factions ennemies, comme les Spatiars, la Flotte Écarlate, l'Eclipse. Si je puis me permettre, monsieur le professeur, oui. Les Spatiars, comme c'est dit dans les écrans de chargement, c'est juste un terme pour désigner les bandits de l'espace. Oui, voilà. C'est pas une faction à proprement parler, mais globalement c'est pour représenter la faction des bandits. C'est comme les raiders, donc finalement on les regroupe quand même, mais on devrait pas. Voilà. Donc, effectivement, les pillards de l'espace. Donc, voilà, c'est ça. Ouais, les space connards. En anglais c'est space. En anglais c'est spacer, c'est littéralement le terme pour dire raider, mais en version SF. Donc voilà. Et ça, franchement, on vous a cité toutes les factions, mais déjà je suis sûr qu'on en a oublié dans le tas. Clairement, il doit y avoir certainement des factions que j'ai oubliées dans le tas. Bah oui, voilà, Optech, typiquement. Oui. Voilà, qui est d'ailleurs extrêmement importante pour le lore et ce genre de choses. La corporation Trident, la corporation Deimos, qui est d'ailleurs ceux qui fabriquent des vaisseaux pour l'UC, justement. Bref, le jeu il a trop de factions. Je sais pas comment c'est possible que pour un jeu qui introduit son univers comme ça, il peut avoir autant de lore. Il peut avoir autant de lore et ce genre de choses. Franchement, si vous avez trouvé que Baldur's Gate 3 avait trop de lore, ne jouez pas à Starfield. Franchement. Il y a bien plus de lore à lire, il y a bien plus de dialogues, il y a bien plus de livres. C'est aberrant. C'est aberrant. Ça devrait être illégal d'avoir autant de lore pour son premier jeu. Voilà. Je dis les termes. Voilà. Bref. Est-ce que j'ai oublié une faction, les gars, ou c'est bon? Probablement, mais voilà, il y en a trop. Par contre, je précise que le point des factions était mêlé à celle des quêtes secondaires, donc il va falloir parler de leurs quêtes, et ensuite c'est les villes. Donc, oui, donc maintenant, on va parler des 4 grandes factions que vous pouvez rejoindre, qui sont les 4 grandes factions qui vous proposera des quêtes. Donc la Corporation Ryujin, qui est tout simplement l'équivalent de la Guilde des voleurs sur Skyrim. La Flotte Écarlate, qui est un mélange entre la Guilde des voleurs et la Confrérie Noire en termes de moralité et ce genre de choses. Et la Liberastra, qui est assez similaire à la Légion impériale de Morrowind en termes d'écriture. Et l'UC, l'UC qui est divisé en 2 sous-factions, la 6DF et l'Avant-Garde. Voilà, l'Avant-Garde, c'est 2 séries de quêtes différentes. L'Avant-Garde, on est plus sur la Guilde des guerriers où vous allez défendre des colonies et ce genre de choses.
À préciser que la 6def et la flotte écarlate sont très liées, donc... Oui, voilà, c'est soit vous rejoignez la 6def pour infiltrer la flotte écarlate, ou soit vous affrontez la 6def avec la flotte écarlate. Globalement, c'est résumé comme ça. Donc, d'ailleurs, oui, il est possible de jouer la flotte écarlate du côté des gentils. Ce qui est une première dans un jeu Bethesda, de pouvoir faire une faction méchante du côté des gentils. C'est comme si t'infiltrais la confrérie noire. Globalement, c'est typiquement ça. Et on espère qu'Elder Scrolls 6 proposera une mécanique pareille. Parce que c'était vraiment un coup de génie de leur part. D'ailleurs, si je puis me permettre, j'ai fait la 6def alors que je voulais pas la faire. Parce que j'avais une prime sur ma tête, parce que j'avais fait des petites carabistouilles accidentelles et que j'avais un délit de fuite. Ils m'ont chopé, ils m'ont forcé à travailler pour eux pour pas m'envoyer en prison, et je me suis retrouvé à faire cette série de quêtes pour éviter de payer une prime, ce qui est un truc que je trouve magnifique. Parce que j'ai l'impression que tout était scripté, alors que non. j'avais juste fait une connerie et qui m'ont proposé un moyen de pas payer ma prime. Et se retrouver à faire des quêtes de faction de cette manière-là, ça m'a bluffé. C'est pour ça, c'est du génie complet. C'est pour ça que quand j'ai vu ça, j'ai fait, je voulais pas le faire, mais ok, vas-y, ok, je ferai Ryujin après, c'est pas de souci. Vas-y, prends-moi. C'est incroyable. Il y a beaucoup de gens sur Twitter qui ont été choqués de l'intrigue de la 6def, du fait que mais des fois c'est des trucs très cons. Hein. Par exemple, t'abordes un vaisseau spatial, t'es fier d'avoir volé ton propre vaisseau, tu veux le faire enregistrer à New Atlantis, t'as pas fouillé la soute qu'il y avait de la drogue dedans, tu te fais choper, la 6def t'accuse d'avoir tenté de livrer de la drogue à New Atlantis, et pour te blanchir, t'es obligé de travailler pour eux. On est sur une série policière là. On est sur une série policière version SF quoi. C'est absolument incroyable. C'est absolument incroyable. L'écriture de Starfield, elle est aberrante. Elle est aberrante à quel point c'est super bien fait quoi. Franchement voilà. On va pas trop parler des factions, mais je vais quand même mettre... bref, on a déjà beaucoup parlé de la flotte écarlate. Je vous dirai juste une chose. C'est que la Vanguard a beaucoup de vibes métro. Si vous avez beaucoup aimé les métros Last Light, Exodus, et surtout 2033, vous allez beaucoup aimer l'ambiance de la Vanguard, surtout quand le thème principal de la Vanguard est centré sur les Orimorphes. Tous joueurs de Starfield qui ont rencontré un Orimorphe savent ce que c'est, parce qu'en général ça marque les joueurs d'affronter un Orimorphe. La corporation Ryujin est très intéressante, elle a une grosse vibe Arasaka, et je pense que les fans de Cyberpunk... Arasaka en mieux fait et en moins cliché. Bon, on n'a pas demandé ton avis là-dessus. Et clairement, il y a une vibe très intéressante, et comme il a dit, hein, c'est beaucoup moins cliché, c'est quand même un peu plus réaliste, hein, au principe du Nasapunk de toute façon. Et je dirais que la Liber Astra, c'est pas compliqué. Il faut un peu imaginer. Il faut imaginer Toy Story en fait. Il faut imaginer Toy Story. Il faut imaginer les rangers de Star Common de Buzz l'éclair, mais en version Woody. Voilà, c'est exactement pareil. Un cowboy, un Space Ranger de l'espace. C'est littéralement ça. Et franchement, les quêtes sont super intéressantes, et arrêter un criminel en gueulant au nom de la loi je vous arrête, il y a un plaisir de dire au nom de la loi je vous arrête, ou d'arriver devant un baron de la mafia de Néon et de sortir son insigne au nom de la Polar, vous êtes en état d'arrestation. C'est un charisme, je trouve que c'est un charisme dans les quêtes qui sont absolument incroyables, même si les 3/4 du temps on va se faire envoyer chier, parce qu'en général on n'a aucune autorité dans les 3/4 de la Confédération, mais ça vous comprendrez rapidement pourquoi. Je vous dirai 15 spoilers là-dessus. Corruption. Et vous comprendrez clairement de quoi je parle pour ceux qui s'y connaissent dans ce genre d'univers. Bref. Bah, de toute façon, j'ai envie de te dire, des bonnes corpos, un bon scénario de corpo, ça va de pair avec une chier de corruption. C'est la base même. De toute façon, à partir du moment où tu as une mission qui te demande d'aller à Néon avec la Liber Astra, ouais, en général, ça part rapidement en couille. Ça part rapidement en couille. Pour ce qui est des quêtes secondaires. Alors, les quêtes secondaires, de nouveau, qui dit Bethesda, qui dit deux types de quêtes secondaires. Hein. Malheureusement, Bethesda n'ont pas changé leur habitude. On a la quête basique, celle que malheureusement
beaucoup de joueurs ont rencontré durant leurs premières heures, ce qui fait qu'ils ont une mauvaise expérience de Starfield. La quête qu'on peut appeler vulgairement la quête FedEx. Voilà. Et on a la quête, les quêtes scénarisées. Et les quêtes scénarisées, alors il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Pour ce qui est des quêtes FedEx, je peux vous en citer quelques-unes, comme par exemple aller chercher un café à Terrabro, ou tout simplement récupérer un caillou pour une personne, ou devoir récupérer des pièces de vaisseau pour pouvoir aider telle ou telle personne. Bref, on est sur des quêtes FedEx qui sont simples. Je vais être honnête, hein, en 150 heures, j'en ai pas fait beaucoup que ça. Je sais pas si je les ai esquivées ou si j'ai eu de la chance, mais de ce que j'ai compris, c'est majoritairement à New Atlantis. Majoritairement, New Atlantis a beaucoup de quêtes FedEx, ce qui est beaucoup moins le cas de Néon et Aquila City, de ce que j'ai compris. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai eu de la chance. Et après, on a les quêtes scénarisées, comme par exemple la quête de Juno, pour ceux qui l'ont fait, ils savent très bien de quoi je parle, ou la quête d'Altaïr 2, tout simplement. Donc pour vous raconter vite fait cette quête, vous recevez un message d'alerte, comme quoi tu as une base scientifique d'Altaïr 2 qui se fait attaquer, et en fait c'est toute une série de quêtes où vous allez affronter du spatial dans des batailles épiques. Mais c'est franchement, mais vraiment épique, on se croirait dans des vraies missions de Mass Effect 3, quoi. C'est vraiment, on est sur un côté épique, où on affronte des dizaines et des dizaines de spatiars, tout en étant soutenu par l'Apollo et par l'UC. C'est un véritable magistral cette quête et autres. Une quête où il y a des fermiers qui se font attaquer par des spéciards, et ce qui fait que justement c'est une immense bataille spatiale où vous allez convaincre des fermiers de prendre les armes contre des raiders de l'espace pour leur faire comprendre que c'est votre terre et que vous n'allez pas laisser des étrangers de pillards piller vos terres et ce genre de choses. La quête du vaisseau colon au-dessus de Paradiso, qui est aussi très très intéressante. Oui, la quête des gangs de strikers. Les quêtes du puits que je ne peux pas parler parce que je ne les ai pas faites. La quête du braquage de la Redo. Vraiment, les quêtes secondaires de Starfield sont très très bien écrites. Et en plus de ça, il y en a quand même pas mal. Malheureusement, il y a des quêtes FedEx, oui, parce que voilà, un monde ouvert sans quête FedEx, bah ça n'existe pas. Éventuellement The Witcher 3, mais The Witcher 3 est 2 fois plus court que Starfield. Donc bon, c'est pas réellement comparable. Et à la limite, moi personnellement, je trouve que ça sert à rien de gueuler au mon Dieu des quêtes FedEx. Qu'il y en ait, ma foi, tu les fais si tu as envie de les faire, tu les fais pas si tu veux pas. Starfield propose en l'occurrence monstre choix de quêtes à faire pour gagner expérience, fric, objet ou quoi que ce soit. Et on n'est pas, si vraiment on est rébuté des quêtes FedEx, oh mon Dieu, c'est horriblement chiant, je déteste ça. Tu peux ne pas en faire en fait. Tu peux clairement, à part quand tu commences les factions, en général, tu commences par une petite quête FedEx à la con. Qui te sert en général d'ailleurs pour plus faire les présentations et te montrer un peu le truc avant de rentrer dans le vif du sujet. N'est-ce pas à servir le café à Eugene. Ah ouais, bah ça c'est excellent. Le premier jour, tu es littéralement un stagiaire. Ce qui reste quand même relativement original quand même. Il y a pas tous les jeux qui te proposent bonjour, tu commences par être un stagiaire et tu finis par bien monter en grade. Donc, mais après, je trouve que les quêtes FedEx sont en général quand même relativement bien amenées. Il y a un côté comique ou un côté intéressant. Ça peut parler un peu de lore. Et puis bon, souvent en général, moi personnellement, quand je faisais les quêtes FedEx, je les prenais. Puis quand je repassais par là, dans le coin où que j'avais le truc, j'en profitais pour donner. Et puis ça me faisait toujours 4000 balles de plus. Oui, les notions d'argent sont pas les mêmes que dans Skyrim ou quoi. Hein. Ouais. En général, à 100 000 balles sur son compte, on n'est toujours pas vraiment riche. Hein. On commence à être riche dans les alentours des 400 000. Avant de parler d'un sujet complexe au niveau des quêtes, est-ce que tu as quelque chose à dire, Rudger, sur les quêtes? Alors moi, comme ce que je vous l'avais dit, par rapport aux quêtes scénarisées, oui, les quêtes scénarisées, en tout cas pour moi, sont déjà très bien amenées. Et puis, moi, comme j'ai toujours l'habitude de dire, les quêtes secondaires, c'est un petit peu le second pilier après la quête principale. C'est ce qui donne vie au reste du décor
autre que le décor qu'on peut voir dans la trame principale. C'est-à-dire que dans la trame principale, en toute logique, ça se dit, c'est telle quête vous amène à tel lieu, telle quête vous amène à tel lieu. Et après, vous y passez peut-être une ou deux fois pour la quête principale, et puis c'est marre. Et les quêtes secondaires, globalement, pour moi, c'est ce qui fait, et qui permet globalement aux joueurs et aux gens de s'attarder sur les lieux et de découvrir toutes les petites choses cachées. Parce que quand on revient à plusieurs fois sur la même planète, ou la même ville, ou le même endroit, pour des quêtes secondaires, forcément que souvent on se dit, bah, tiens, je vais aller voir dans cette ruelle, j'y suis pas allé, ou tiens, je vais aller parler à ce PNJ. Et c'est là que c'est en ça que c'est le second pilier du jeu selon moi, c'est parce que ça force le joueur à fouiller l'environnement qui donne ses quêtes et qui fait que du coup on tombe sur beaucoup plus de choses qu'on tomberait en temps normal que si on faisait juste que passer dans un lieu pour une quête principale. Et le fait déjà il y ait vraiment beaucoup de quêtes secondaires et puis qu'elles soient vraiment intéressantes pour le coup, qu'elles soient vraiment bien amenées et tout ça, c'est vraiment sympa. Et puis pour ce qui est des quêtes FedEx, déjà chaque jeu en soi, chaque Fallout, tous ces jeux-là ont des quêtes FedEx, tout bon RPG a un minimum de quêtes FedEx parce que déjà il faut un générateur de quêtes entre guillemets pour quand on a fini toutes les quêtes scénarisées pour qu'il y ait un petit peu d'enjouabilité, c'est normal. Et puis parce que ça aide tout simplement la montée de niveau, ça aide à récupérer du rapidement, ça aide à se faire des sous, ça aide, enfin c'est tout un truc. Moi, je prends un truc très con. J'adore les vaisseaux spatials et le combat en vaisseau. Si c'est mon dada, Faro, il peut vous le dire. Je passe ma vie à jouer avec les vaisseaux. Pour moi, ça peut être con, mais juste le fait d'une chasse à la prime pour flinguer un chef pillard, ou à l'inverse, vu que moi, je suis du côté... vraiment, je joue double jeu, mais vu que je suis du côté de la flotte écarlate, attaquer un vaisseau de l'UC pour récupérer, je sais pas, son stock d'armes ou ses supplies médicales pour les donner à la flotte écarlate, ce genre de truc, c'est des quêtes FedEx, mais moi ça m'amuse. Là, tu te bats avec ton vaisseau, tu fais ton fight, tu récoltes ton truc, ou si tu veux la faire un peu plus personnelle, tu abordes le vaisseau et tu vas carrément en combat contre l'équipage. C'est vraiment une dimension que moi j'adore dans ce jeu. Et ça doit être la même quête entre guillemets, sauf que ça peut être le système dans lequel on se bat ou le vaisseau qu'on affronte qui change, mais c'est le genre de quête. Moi, ça me gêne pas d'en faire. C'est des quêtes FedEx, mais c'est des quêtes FedEx bien. Moi, j'en ai fait. Hein. Dans la même journée, j'ai peut-être pu en faire 30 ou 40 des chasses à la prime en vaisseau. Pourtant, je me suis pas lassé. Hein. Pourtant, il y aurait d'autres jeux ou d'autres quêtes FedEx du même style qui pourraient être vite lassantes, mais celles de Starfield sont vraiment sympas parce qu'elles permettent d'exploiter plein d'aspects de gameplay du jeu. Comme par exemple, je une connerie, les quêtes de contrebande. Ça force à améliorer son vaisseau par exemple pour réussir sa contrebande. C'est des choses qui forcent à regarder tous les petits aspects des gameplays. C'est ça qui est vraiment sympa. Il y a des quêtes où il faut être plus discret et où il faut avoir une approche différente que le bourrin qui va tout éclater par exemple. Enfin, c'est des petites quêtes FedEx mais qui permettent de développer sa connaissance de tous les aspects de gameplay du jeu. C'est en ça que moi j'aime beaucoup ces quêtes secondaires, que ce soit les FedEx ou les scénarisés. C'est ce que j'avais à dire. Si je puis me permettre de rajouter un autre truc aussi, par rapport à tout ça, mais alors c'est plus en généralité, c'est que le jeu offre quand même beaucoup de possibilités de RP, de faire un petit peu ce qu'on veut, d'être en fait de faire un métier de l'espace. Là, je fais référence à tous ceux qui comparaient Starfield avec Star Citizen. On n'est pas du tout sur les mêmes jeux, hein. Déjà, de toute façon, c'est stupide de comparer. C'est stupide de comparer un RPG purement solo avec un MMO. Les gars, il n'y a pas les mêmes contraintes, il n'y a pas du tout les mêmes problèmes. Mais par contre, en revanche, l'un des points qu'on pourrait mettre en similitude, c'est la possibilité d'être un routier de l'espace. Si tu veux faire des quêtes FedEx il faudrait amener ça sur telle planète ou sur telle station spatiale avant cette date, parce qu'il y a des quêtes avec des timers, des chasses à la prime. On peut très bien, on en parlera plus tard, ça je le sais, mais créer des avant-postes, récupérer, miner des ressources avec des extracteurs et autres, et faire un commerce de ça pour récupérer de l'argent. Il y a beaucoup de manières. On peut la jouer roublard évidemment,
il y a beaucoup de manières de jouer, et même de jouer en dehors d'un RPG classique où je suis le héros et je vais sauver la veuve et l'orphelin. Si t'as juste envie de chiller et de faire ta petite vie, de routier de l'espace pour gagner des sous, juste parce que c'est ton kiff, mais tu peux. Ou si c'est pour commencer un RP, pour ceux qui aiment bien faire du RP, surtout dans les jeux PTSD en général, c'est quand même vachement mieux de faire du plus simple et mieux fait de faire du RP dans les jeux Bethesda que dans par exemple The Witcher. Bon, The Witcher, dans tous les cas, tu joues Geralt, hein, tu pourras pas te dire je suis un sorceleur parmi tant d'autres. Non, tu es Geralt de Rive. Là, en l'occurrence, si tu es n'importe qui. À la base, tu es juste un mineur, un mineur sur une planète pourrie à la base. Et tu peux vraiment faire le RP que tu veux. Et c'est ça qui est excellent. Tu peux autant être routier de l'espace que flic, que pillard, que chasseur de primes, que. Que mineur, que pseudo-commerçant d'une certaine manière. Que agent corporatiste qui fout le bordel. Que dealer de drogue. Gangster qui terrorise. Oui, parce qu'il y a la contrebande aussi, oui, effectivement. J'avais oublié la contrebande aussi. Oui. Le jeu, il propose énormément de possibilités, mais on va quand même un peu avancer parce que. Ça commence à faire long, il nous reste encore. Après, si je puis me permettre, grâce à cette discussion de notre cher Rutgerd, on a déjà avancé sur l'un des sujets suivants. C'est bien. On a sauté l'exploration. On a sauté l'exploration et les villes, mais au moins on a déjà commencé à parler des combats spatiaux grâce à Rutgerd. Donc au moins ce sujet sera plus rapide. Ce qui fait que ce sera plus court. Mais je vais quand même parler aussi d'un point, c'est évidemment qui dit RPG, qui dit choix et conséquences. Surtout que vu que Baldur's Gate 3 est sorti, ça c'est la chose qui revient souvent. Quels sont les choix et les conséquences de Starfield? Est-ce que c'est un faux RPG où on a zéro choix et aucune conséquence? Ou est-ce que c'est un véritable RPG? Alors je vais vous répondre tout simplement. C'est très compliqué de faire un RPG avec des conséquences en monde ouvert. C'est quelque chose qui est relativement difficile. Pour la simple et bonne raison, je vais vous citer l'exemple avec The Witcher 3. La plupart des conséquences de The Witcher 3 sont des fausses conséquences. Par exemple, si un personnage vient à mourir dans The Witcher 3 via un choix, s'il ne meurt pas, il va quitter la map pour ne plus jamais revenir. Et c'est ça, et ça malheureusement, ce n'est pas propre à The Witcher 3, c'est aussi propre à Assassin's Creed Valhalla, c'est aussi propre à Assassin's Creed Odyssey, c'était propre à Fallout 4 en grande partie, même s'il y avait quand même des conséquences qui étaient présentes dans Fallout 4. Starfield souffre pas exactement du même problème parce que les conséquences sont là, mais même si elles sont plus importantes que dans Skyrim, plus importantes que dans Fallout 3, et je dirais peut-être plus importantes que dans Fallout 4, elles le sont quand même un petit peu moins que dans New Vegas, et elles le seront sacrément moins que dans Baldur's Gate 3 qui est un CRPG, mais après c'est normal parce que le CRPG se vend uniquement pour ça, là où c'est vrai qu'un RPG, un action RPG se vend sur des autres points. Par contre, ça c'est pour les conséquences. Pour les choix, alors là, c'est la fête du slip, hein. Persuader un barman de te dire une information, persuader un criminel de se rendre, persuader un gang de se rendre, persuader un gang de s'allier avec toi, persuader une personne de se rendre, persuader l'antagoniste principal de se rendre, persuader justement une personne de trahir un de ses coéquipiers pour carrément l'abattre, persuader le chef de la flotte écarlate de se rendre. Franchement, le jeu c'est simple, si la quête est scénarisée, il y aura un choix de persuasion, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. La quête en général, il y a même 3 choix en général. Voilà, il y a des opportunités, notamment il y a une quête de Lucé où justement vous avez 3 choix, dont l'un de ces 3 choix est la persuasion. Il y a énormément de possibilités, on a un niveau de gameplay RPG, ça fait plaisir à voir et ça donne vraiment envie pour Elder Scrolls 6. Et surtout, pour mettre en avant ses choix et sa persuasion, ils ont créé un excellent système de persuasion avec des dialogues qui changent en fonction de plein de choses. Il y a énormément de dialogues et de possibilités. Dialogues influencés par vos factions que vous faites partie, par les traits que vous avez. Ils sont influencés par
je ne sais pas combien de choses dans le jeu et autres, et même par un implant cybernétique de contrôle mental. Je ne vous en parlerai pas plus de cet objet en particulier. Mais voilà, franchement, il y a vraiment de quoi faire, et vraiment, à des moments, vous avez des persuasions, à des moments que vous vous y attendez pas. Par exemple, j'ai fait la Vanguard, et tout d'un coup, au beau milieu de la conversation de la Vanguard, j'ai commencé à dire à l'ambassadeur, je suis un ranger de l'Apola, j'ai fait tous mes services au ranger de l'Apola, vous allez m'écouter maintenant. Et la première chose que le personnage a dit, c'est quoi? Un ranger qui travaille pour l'UC, c'est quoi ce bordel? Direct, le mec il s'est senti intimidé parce qu'il a compris qu'il avait affaire à quelque chose d'hors norme. Et ça, c'est sans oublier les compagnons qui influent sur les dialogues, qui influent vraiment sur les dialogues. Il y a littéralement des choix à skip juste grâce aux compagnons. Il y a le fait que les compétences vont vous donner accès à des nouvelles lignes de possibilités, ce genre de choses. Typiquement, il y a une quête à Ryujin où vous confrontez une certaine personne qui vous menace à ce genre de choses. Parce que j'avais des points de compétences dans la branche corps à corps, je l'ai menacé de se calmer tout de suite en lui disant que si on fait un 1v1, je l'éclate tout de suite. Et ce genre de choses. Il y a les traits qui influent complètement les dialogues. Je parle notamment du trait de la maison Varun, qui est le trait le plus puissant du jeu, parce que je sais pas combien de fois il m'a sauvé la vie, le trait de la maison Varun. Sans oublier le trait d'être originaire de Néon, qui vous ouvre énormément de portes. C'est un truc qui est vraiment impressionnant et autres. Et un trait spécial que vous obtenez quand vous avez fini le jeu. Quand vous avez fini le jeu, vous débloquez une ligne de dialogue spéciale qui va vous débloquer des situations très très intéressantes et même modifier votre quête principale. Mais ça, vous le verrez par vous-même, on n'en parlera pas plus. Clairement, en termes de scénarisation, il n'a rien à envier à un Baldur's Gate. Clairement, il n'a rien à envier à Baldur's Gate 3. Alors oui, vu qu'il y en a un, c'est un jeu fermé et c'est RPG de surcroît, il gère mieux les choix. Mais pour un action RPG, Starfield écrase la concurrence. Mais je le dis haut et fort, il écrase la concurrence. C'est pas The Witcher 3 et ses 2 lignes de dialogue de temps en temps qui pourraient être comparées avec Starfield. C'est pas Kingdom Come Deliverance où le personnage est un gentil chrétien innocent qui pourra lutter contre mon personnage de la Vanguard. Clairement, les choix, les quêtes, masterclass. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Voilà. On peut partir au passage suivant. C'est quoi le point suivant? Alors, bah déjà, je peux préciser que du coup, je pense que tu as retiré un de tes petits points que tu voulais aborder sur la fin. Ensuite, l'exploration. Bon, t'en as déjà beaucoup parlé, je crois, tout à l'heure. Oui, on a pas mal parlé d'exploration, donc on va pas revenir sur l'exploration spatiale. Je vais juste me permettre de donner mon avis sur l'exploration, parce que moi, du coup, j'en ai pas parlé. Oui. Moi, j'adore l'exploration. Moi, je le vois pas comme une faiblesse. Je le trouve plus crédible. Bon, ça par contre, je l'ai dit tout à l'heure, que No Man's Sky. Par contre, je tiens juste à en reparler parce qu'il y a une immense diversité. C'est pour ça qu'il faut quand même en parler. De créatures, un bestiaire qui est très touffu par rapport à Fallout 4. Là, ils se sont lâchés. Là, on a des créatures qui pourraient être bon là je dirais pas quand c'est, mais c'est dans la quête principale un peu vers la fin, mais il y a des petites créatures qui servent à rien, hein, c'est juste les créatures de la planète. Mais j'ai halluciné quand j'arrive vers un endroit justement qu'on doit rejoindre dans la quête principale et qu'il y avait toutes ces petites créatures qui étaient sur les côtés. J'avais l'impression d'être en Oblivion. Elles pourraient clairement être dans l'Oblivion. Des créatures volantes. Il y a même des créatures marines, oui. Pas beaucoup, de toute façon on peut pas plonger, mais ils ont fait l'effort d'en rajouter. Bon, notamment vu qu'elles sont un peu importantes. Qui est liée à la drogue de néon. On a des créatures lithoïdes, des créatures vraiment horribles, dégueulasses. Que ça soit du tentaculaire, du arachnoïde, on a vraiment de tout. On a un bestiaire vraiment touffu, vraiment intéressant. Et au final, même si de temps en temps, effectivement, sur à peu près 1000 planètes, on va visiter, on va explorer une planète, on va tomber sur des créatures, puis quelques planètes plus loin, on va tomber sur les mêmes créatures. Et bon, en même temps, il faudrait qu'il y ait à peu près
5000 créatures pour peupler 1000 planètes, bon, sans compter toutes les lunes, etc. Il faudrait au moins plus de 1000 créatures différentes. On n'en est peut-être pas là, mais on est quand même sur une diversité suffisante pour que quand je visite une planète qui est habitée avec de la faune, la plupart du temps, c'est pas les mêmes. Je crois qu'au maximum, la même créature, j'ai dû la croiser sur 3 planètes en même temps. Peut-être qu'au maximum, ça doit faire du 8. Mais au final, on le voit pas passer parce qu'après, il y a tout le reste du jeu, donc forcément, voilà. Mais vraiment, le bestiaire est touffu, original. Et pas stupidement. Ah bah tiens, c'est un Triceratops version alien. Ah bah ça alors. Non, en général, c'est vraiment très original. Et quant à la flore, bon là, je suis peut-être un petit peu moins ébloui. C'est sympa, c'est là. C'est vrai que là, par contre, par rapport à No Man's Sky où il y a plus d'originalité, de couleurs, là. On est encore une fois sur un truc un peu plus réaliste, peut-être même trop dans certains coins, puisque bon, au bout de la 4e planète où il y a des forêts de pins, je me dis bon, il y a des petits défauts quand même dans l'exploration que même moi qui adore l'exploration dans Starfield, je suis bien obligé de l'admettre. Mais par contre, la faune incroyable. Et s'ils peuvent avoir la même originalité de bestiaire pour continuer dans leur jeu, franchement. On va se régaler. Hein. Là, le prochain Elder Scrolls aura un bestiaire plus fourni qu'un donjon et dragon. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la prochaine extension va certainement mettre en avant les robots et peut-être d'autres pillards humanoïdes, enfin d'autres ennemis humanoïdes, parce que fatalement, oui, on a un roster de faune qui est plus élevé que Skyrim et certainement plus élevé que Skyrim et Fallout 4 réunis. Par contre, c'est vrai que Pierre Écarlate, Varun, Spaciar, Eclipse et Astrien, je vous verrai très bien de quoi je parle, c'est un petit peu léger quand même. Et les robots, il y a 2 à 3 types de robots différents, c'est un peu pauvre. Donc je pense que ce point-là, il va se corriger par une extension, mais le nombre de faunes compense largement la chose. Et là, en fait, Yushibi a tellement bien parlé que j'ai pas plus de choses à dire au niveau de l'exploration. Alors certes, la diversité des territoires, étant donné qu'il y a du procédural, vous allez tomber de temps en temps sur le même biome, mais en vrai, il y a tellement de biomes différents, il y a tellement de types de bâtiments différents, qu'en 150 heures, j'ai dû tomber quoi sur 8 fois maximum sur le même bâtiment, ce qui est pas énorme pour 150 heures en vérité. Donc ça va. Franchement, et ça va. Encore une fois, si on se focus dans l'exploration, on va retomber dessus, mais si on n'est pas du tout intéressé par ça, on verra même pas la différence. Excusez-moi. Et aussi, les petites quêtes radiantes, quand on tombe sur un avant-poste, qui sont aussi diversifiées. Aller sauver mon collègue, aller récupérer des trucs, qui sont souvent des quêtes FedEx, mais qui parfois confrontent quand même à des ennemis, qui sont aussi relativement sympathiques, et ce qui fait que quand on se balade sur une planète, au final, on peut faire 10 quêtes secondaires en plus, qui sont totalement aléatoires. Je relaisse la parole à notre hôte. As-tu quelque chose à dire là-dessus, Diard? Par rapport à l'exploration, si ce n'est que j'ai été clairement bluffé, malgré le fait comme ça a beaucoup été dit que il y a 1000 planètes en effet, mais il y en a beaucoup qui sont assez vides. Même malgré ça, j'ai été bluffé parce que il faut se rendre compte d'une chose, les gars. Il y a beau avoir des milliards et des milliards de planètes dans l'univers, il y en a beaucoup où il n'y a pas un copec à foutre dessus en fait. Donc qu'il y ait des planètes dans Starfield en soi, c'est d'autant plus réaliste parce qu'il y aura des planètes où il y a un écosystème, il y a des planètes où il y a une flore qui se développe, il y a des planètes où il y a des gens qui ont commencé à coloniser dessus, qui ont fait des avant-postes, que ce soit des scientifiques pour des recherches, que ce soit des repères de bandits. C'est normal. Starfield, ça se veut être l'épopée spatiale, le développement de l'homme dans l'espace. Donc c'est normal qu'il y ait des endroits qui soient colonisés, et c'est normal qu'il y ait des endroits qui soient vierges, d'une part parce que soit ils n'ont pas encore été touchés, ou d'autre part parce qu'il n'y a absolument rien de valable pour l'homme. Je veux dire, s'il y a un milieu qui est extrêmement inhospitalier, qui n'a pas de ressources dessus, qu'est-ce que l'homme va y foutre dessus?
l'être humain va pas aller risquer son cul s'il n'y a pas de bénéfice. C'est malheureux, mais c'est comme ça que ça marche. À raison de plus dans l'espace. Même si les technologies ont avancé, les moyens restent, je ne vais pas dire limités, mais on va pas mettre des moyens et de l'argent à contribution d'un projet qui va aboutir à aucun bénéfice, surtout dans l'espace. Donc c'est normal qu'il y ait des planètes qui soient juste pas touchées et qu'elles soient vides, qu'il y ait soit ce soit des planètes carrément lunaires où il n'y a carrément pas ni de faune ni de flore que ce soit vide, soit qu'il y ait justement une faune et une flore sauvage tellement dense ou tellement inhospitalière que l'homme n'a pas daigné s'aventurer sur la planète. Et malgré ça, il y a plein d'endroits, et encore moi j'en ai effleuré que la surface, parce que j'ai moins fait d'exploration que Uchibi et Pharaos, c'est sûr. Il y a plein d'endroits, que ce soit ne serait-ce que pour la faune, la flore, ou même les panoramas. Franchement, il y a des planètes qui arrivent, t'es là, soit un lever de soleil, enfin des jeux de lumière vraiment sur certaines planètes selon l'atmosphère, selon le système dans lequel se trouve, qui font qu'il y a juste des panoramas qui, juste pour la vue, valent la peine d'être explorés. En fait. C'est vraiment. Starfield, c'est un jeu où il faut vraiment prendre le temps juste de se balader. Des fois, juste de se balader, de se dire tiens, là, il y a un système, je ne vais pas explorer. Bah, aujourd'hui, la seule chose que je vais faire, il y a 5 planètes, je vais torcher les 5 planètes, je vais regarder. Et je vais me balader, je vais voir ce qu'il y a à récolter, pas récolter, voir s'il y a des endroits intéressants. Juste ce principe-là, c'est de ce principe-là qu'il faut partir pour l'exploration dans Starfield. C'est vraiment se dire, je vais regarder partout. Autant vous allez trouver des trucs, autant vous allez rien trouver. Comme autant vous allez juste trouver un beau point de vue, ça vaut toujours le détour. Non, c'est l'exploration de Starfield est vraiment, pour moi, elle est vraiment excellente. Après, ça peut pas être parfait, comme je dis, ça peut pas être parfait parce que de toute façon, un jeu parfait n'existe pas. Il y aura toujours une marge de défaut, comme on dit, parce que oui, pour le coup, je peux être d'accord avec certains qui disent que ouais, le fait qu'il y ait plein de planètes vides, ce soit redondant. Mais en soi, c'est pas un mal. C'est pas un mal qu'il y ait cette redondance, parce que c'est une fausse redondance dans le sens où oui, vous allez voir des planètes vides, mais jamais les mêmes et jamais les mêmes décors. Donc ça aussi, rien que pour ça, ça vaut le coup d'explorer. Donc franchement, moi je dis à tous ceux qui jouent à Starfield, des fois, prenez-vous le temps, posez-vous de vos quêtes principales, même les questions secondaires, juste posez-vous, prenez-vous un système et explorez-le, juste comme ça. Et profitez de l'exploration. Franchement, c'est un truc à pas passer à côté. Ah, c'est sûr que c'est pas... parce qu'il y en a beaucoup qui vont forcément comparer Starfield à Star Citizen. C'est sûr que c'est pas un Star Citizen. Mais c'est vraiment un jeu dont l'exploration vaut quand même le détour. Donc, allez-y. Du coup, voilà, c'est ce que j'avais à dire par rapport à l'exploration. Bon. Eh ben, on va pouvoir passer au plan suivant. Voilà, vu qu'on a déjà 1h05, est-ce qu'on va pas couper maintenant et comme ça... Et on fait la technique après ? Comme ça, on fera la suite après. Je sais pas si tu seras là pour la deuxième partie, Gerd. Ah, c'est celle qui l'intéresse le plus en plus. Parce que là, c'est là où on va un peu plus approfondir sur les vaisseaux. La construction de vaisseaux, c'est le troisième point suivant. Ah bah, c'est pas grave, je me coucherai un peu plus tard. De toute façon. Ok, yeah. On se revoit tout de suite, je vous dis à toutes.